Bonjour à tous, c'est Zimbabwe et aujourd'hui on se retrouve pour les événements du 13 septembre. Aujourd'hui, l'anniversaire d'une célèbre bataille, bataille de Marignan, 1515 évidemment, une bataille que tout le monde connaît. Pourquoi? Parce qu'elle s'est déroulée en 1515. Facile à retenir. Donc qu'est-ce que c'est? Bon, c'est une bataille qui se déroule dans le cadre des guerres d'Italie, c'est-à-dire la France qui essaie d'avoir plus d'influence sur donc le nord de l'Italie. Et donc en fait c'est une célèbre victoire franco-vénitienne, hein, donc il y avait aussi les Vénitiens, contre voilà, la Confédération suisse et le duché de Milan. Faut savoir que l'Italie, elle n'était pas du tout unifiée au XVIe siècle. Et donc c'est une grande victoire pour le très jeune roi François Ier, voilà, qui a seulement 19 ans et qui arrive déjà à faire une très grande victoire. Donc c'est le début d'un beau règne, on peut dire ça comme ça, quoi. Et donc c'est magnifique. Puis après c'est voilà une bataille extrêmement célèbre, voilà, qui a été instrumentalisée évidemment. Après il y a plein de gens enfin, le régime français a arrêté de dire que c'était vraiment une victoire magnifique. Évidemment, plein de conséquences. On a François Ier qui a pu prendre le contrôle de la Lombardie, donc une région au nord de l'Italie et tout, plein de trucs sympas. Bon, après, ça a pas vraiment duré parce que 10 ans plus tard, c'est la bataille de Pavie, qui est bizarrement beaucoup moins connue, où la France s'est fait exploser. On en avait déjà parlé. Mais en tout cas, en 1515, donc la France se met très bien. Aussi, c'est le début de la paix perpétuelle de Fribourg, donc c'est un grand traité d'amitié entre les Français et les Suisses qui est resté très longtemps en vigueur jusqu'à la fin de la monarchie, donc très importante donc à retenir. Mais bon, après, si vous voulez retenir des choses claires donc sur la bataille de Marignan, c'est que c'est une victoire qui a permis à François Ier d'asseoir son pouvoir et de gagner le contrôle du nord de l'Italie. Et le truc, c'est que ça n'a pas duré. Donc voilà. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire des célèbres accords d'Oslo, donc voilà, qui ont eu lieu en 1993, donc représenté par cette célèbre photo, évidemment, que vous avez sûrement déjà vue, où on a donc le chef de la Palestine, Yasser Arafat, et donc le chef d'Israël, Yitzhak Rabin, donc faire une célèbre poignée de main devant Bill Clinton, le président des États-Unis, en médiateur. Donc un truc magnifique, en fait, qui s'engageait donc sur des traités, enfin sur une amélioration des relations israélo-palestiniennes. Le problème, comme vous le savez, c'est qu'en fait, ça n'a pas vraiment marché, hein, les accords d'Oslo. C'est qu'au final, les Israéliens n'ont pas vraiment tout fait ça, n'ont pas vraiment géré tout le truc, hein, évidemment. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que donc on a le Premier ministre actuel, Benjamin Netanyahou, qui se vantait d'avoir fait échouer les accords d'Oslo au moyen de fausses déclarations et d'ambiguïtés. Donc bon, c'est pas vraiment fou. Bon, après les Palestiniens sont pas fous non plus, évidemment. De toute façon, le conflit il est hyper compliqué, tout le monde le sait. On a aussi le Premier ministre qui s'est fait assassiner quelques années plus tard par un extrémiste juif. Donc tout ça, ça a vraiment enlevé donc le processus de paix. C'est vraiment dommage. Et au final, la seule chose qui reste des accords d'Oslo, c'est une poignée de main et une célèbre photo. Donc ça nous prouve bien aussi qu'il faut faire attention aux images, parce que même si les images ça peut montrer quelque chose de fou, bah au final derrière il peut y avoir pas grand chose. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de l'instauration d'une célèbre dictature en Espagne. En fait, une dictature pas très connue, hein. La dictature de Primo de Rivera, donc Miguel de Rivera, donc un dictateur espagnol, voilà, donc pendant 6 ans, de 1903 à 1930, qui est beaucoup moins connu que Franco, étant donné que Franco il est resté presque 40 ans au pouvoir. Et donc la dictature de Primo de Rivera, en fait, c'est très simple. On est donc au début des années 20, donc l'Espagne il y a pas du tout, la crise économique, hein, c'est la fin de on a la grippe espagnole, c'est la guerre du Rif, donc un truc horrible. Et du coup, Primo, il arrive et il dit c'est horrible, je suis obligé de rompre la légalité constitutionnelle afin de libérer l'Espagne d'un système politique corrompu. Un discours très populiste, hein, quoi, évidemment. De toute façon, c'est toujours pareil, hein, les discours. On essaie de prendre une légitimité en faisant un truc qui est totalement anticonstitutionnel. Et du coup, il est nommé président du Conseil. Donc pour une dictature, enfin une vraie dictature, hein, une dictature au sens antique, c'est-à-dire c'est la merde. Donc qu'est-ce qui se passe? Bon, on donne plein de pouvoir à un mec pour qu'il puisse résoudre la situation. Et donc en fait c'est un peu la même chose de Mussolini. D'ailleurs Rivera était très fan donc de Mussolini. Il a d'ailleurs essayé de mettre le système corporatiste en Espagne, mais ça n'a pas trop marché. Et d'ailleurs pour l'anecdote, hein, évidemment la dictature de Primo de Rivera n'a pas vraiment marché en 1930. C'est la fin de la dictature. Un an plus tard c'est la fin de la monarchie et c'est le début de la République. Mais bon, après il faut savoir que l'histoire de l'Espagne au début du XXe siècle ça allait pas très bien. Enfin, le pays était pas très en forme. Donc voilà les trois événements à retenir pour aujourd'hui. On a la bataille de Marignan en 1515, on a les accords d'Oslo en 1993 et le début de la dictature de Primo de Rivera en 1923. C'était Zimbabwe, merci d'avoir regardé, bisous.